L'armée israélienne pense qu'une guerre pourrait éclater bientôt et a accru son alerte, tandis qu'un cessez-le-feu fragile perdure. Examinons ces faits de près dès maintenant. Selon un journaliste de NBC aux États-Unis, l'administration Trump a jugé la guerre commencée le 28 février, sous la loi sur les pouvoirs de guerre terminée, un jour avant la date limite d'approbation du Congrès sur la guerre contre l'Iran. Le 1er mai était la date limite pendant laquelle il était possible de mener une guerre sans l'approbation du Congrès, et maintenant que cette date est arrivée, on considère que la guerre est effectivement terminée. Cependant, contrairement à cela, Israël continue de se préparer à la guerre. Israël mène chaque jour des consultations intensives pour se préparer à l'échec possible des négociations de paix États-Unis-Iran, dès le début de la semaine prochaine. Le président Trump aurait reçu le 30 avril un nouveau plan d'opération du commandant du commandement central américain pour porter le coup final. L'essentiel de ce rapport est une frappe aérienne courte et puissante. L'objectif est de frapper avec précision les cibles principales, y compris les infrastructures, en peu de temps, afin de ramener l'Iran à la table des négociations et d'obtenir des concessions sur la question nucléaire. Il serait aussi envisagé de mobiliser des troupes au sol pour occuper partiellement le détroit d'Ormuz, et des forces spéciales pour saisir les stocks d'uranium hautement enrichis de l'Iran. Selon Bloomberg, le commandement central américain a demandé le déploiement du missile hypersonique K-Eagle au Moyen-Orient, suggérant que les États-Unis se préparent au cas où Trump reprendrait les attaques. Si cela arrive, ce serait la première fois que les États-Unis déploient un missile hypersonique en combat réel. Alors qu'aux États-Unis, on considère que la guerre est pratiquement terminée, en raison de la loi sur les pouvoirs de guerre. Les mouvements de l'armée américaine sont en réalité tout à fait différents. Le ministère israélien de la Défense a reçu, rien que le 30 avril, 6500 tonnes d'équipements militaires américains, dont 1000 munitions et des véhicules tactiques blindés légers. Selon le communiqué du ministère israélien de la Défense, ces fournitures ont été livrées par 2 cargos et plusieurs avions. Les équipements américains ainsi reçus ont été immédiatement transférés aux unités militaires à travers tout Israël. Amir Baram, secrétaire général du ministère israélien de la Défense, a déclaré que l'approvisionnement en matériel militaire serait renforcé et élargi dans les semaines à venir. Rien qu'en se basant sur les annonces du ministère israélien de la Défense, il a été révélé qu'après le déclenchement de la guerre avec l'Iran, le 28 février, Israël a reçu plus de 115 600 tonnes d'équipements militaires, via 403 avions et 10 navires. Israel Katz, ministre israélien de la Défense, a également déclaré qu'Israël était déjà prêt à reprendre la guerre contre l'Iran et attendait l'approbation des États-Unis. Ainsi, même si les États-Unis ne peuvent pratiquement plus poursuivre la guerre en raison de la loi sur les pouvoirs de guerre, Israël continue de se préparer activement à la guerre. Cette fois, Israel Katz, le ministre israélien de la Défense, a déclaré: nous soutenons les efforts diplomatiques des États-Unis à l'égard de l'Iran et fournissons les ressources nécessaires. Mais il se peut que nous devions bientôt passer à l'action pour garantir l'atteinte de nos objectifs. Les cibles qu'Israël envisage de frapper cette fois-ci incluent les installations énergétiques de l'Iran, ainsi que les principales infrastructures gouvernementales. Bien entendu, face à cette attitude d'Israël, l'Iran a averti qu'il avait atteint les limites de sa patience, et qu'en cas d'escalade, il prendrait des mesures sans précédent. De plus, l'agence de presse Tasnim a déclaré que si une nouvelle guerre éclatait, les forces américaines seraient frappées jusque dans les palais royaux du Golfe, et a souligné que les Émirats arabes unis étaient devenus un refuge pour les Israéliens, ajoutant qu'en cas de reprise du conflit, la réponse serait différente. Actuellement, l'Iran, Israël et les États-Unis ont tous profité de la trêve pour se réorganiser et se réarmer. Si la guerre reprend, il est probable que les 2 camps subiront des pertes encore plus graves. Ce qu'il faut surveiller de près, c'est la réaction des Émirats arabes unis. Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a émis une interdiction de voyager vers l'Iran, le Liban et l'Irak, à compter du 30 avril. Les ressortissants présents dans ces régions doivent rentrer immédiatement chez eux. L'exigence de retrait total par le gouvernement montre qu'il considère la situation au Moyen-Orient comme un réel danger, pas un simple avertissement. Les Émirats arabes unis renforcent vite leur coopération militaire avec Israël pour améliorer leur défense aérienne. Le nouveau système Iron Beam diffère du concept de le dôme de fer. L'Iron Beam emploie un laser puissant pour neutraliser drones et missiles qu'on lance à courte portée, offrant une interception peu coûteuse et une réponse continue. C'est la première confirmation du déploiement opérationnel de ce système aux Émirats arabes unis. L'envoi de personnel militaire israélien aux Émirats arabes unis montre que la coopération a dépassé le simple soutien matériel pour devenir opérationnel. Les Émirats arabes unis ont subi des attaques de missiles balistiques et de drones iraniens pendant ce conflit. Face à des attaques massives de plusieurs centaines de projectiles, les Émirats ont constaté les limites de leur système de défense, ce qui les a poussés à renforcer immédiatement leurs capacités militaires. La coopération avec Israël s'est vite accrue,
et l'intégration d'un nouveau système au réseau de défense aérienne est en cours. Ces mouvements montrent que les blocs militaires au Moyen-Orient deviennent plus visibles. Les alliances autour de l'Iran et la coopération Israël-pays du Golfe se renforcent. La réaction des Émirats arabes unis illustre comment un pays qui en subit le plus directement les effets fait ses choix. Cela montre que la tension militaire au Moyen-Orient atteint une nouvelle phase. Quel sera alors le sort de cette guerre majeure ? La loi sur les pouvoirs de guerre permet de faire la guerre 60 jours sans approbation. Le 1er mai et le 60e jour, c'est très ambigu. Tout d'abord, le blocus du détroit d'Ormuz, qui est le plus important, n'a pas encore été levé. De plus, la loi sur les pouvoirs de guerre comporte de nombreuses zones grises. Il n'est pas non plus clairement stipulé si, en mettant fin à l'opération militaire actuelle contre l'Iran, et en lançant une nouvelle opération militaire, le délai de 60 jours recommence à 0. En plus de cela, il existe déjà des précédents, où des opérations militaires ont été menées pendant plus de 60 jours. Le cas le plus représentatif est celui de l'administration Clinton, lors de la guerre du Kosovo en 1999. À l'époque, l'armée américaine a poursuivi les bombardements pendant 78 jours, dépassant la limite des 60 jours sans autorisation explicite. L'administration a contourné les lois en affirmant que l'adoption du budget de guerre par le Congrès valait approbation implicite des opérations militaires. En 2011, l'administration Obama a ignoré la limite des 60 jours pour les frappes aériennes en Libye, estimant que sans troupes au sol, il ne s'agissait pas d'actes d'hostilité selon la loi. C'est pourquoi il y a des inquiétudes que cette fois encore, la situation soit contournée de cette manière. Surtout, le secrétaire à la défense américain, le secrétaire à la défense Hegseth, a créé une nouvelle controverse lors de son intervention au Congrès. Le ministre Hegseth a affirmé devant la commission des forces armées du Sénat américain que les jours de cessez-le-feu n'étaient pas comptés comme des jours de guerre. Le ministre de la guerre Hegseth a déclaré « Nous sommes actuellement en état de cessez-le-feu. Nous comprenons que pendant un cessez-le-feu, le délai de 60 jours est suspendu ou arrêté. » Autrement dit, d'après les propos du ministre Hegseth, comme le cessez-le-feu est en cours et que les 60 jours de conduite de la guerre ne sont pas encore écoulés, il n'est pas nécessaire d'obtenir immédiatement l'approbation du Congrès. En réalité, il n'y a pas eu de combat depuis le 7 avril. On ne sait pas si la période de cessez-le-feu compte dans la durée de la guerre. Il faudra donc attendre l'évolution de la situation. Il est peu probable que le président Trump suspende les actions militaires ou attende l'accord du Congrès selon la loi sur les pouvoirs de guerre. La loi sur les pouvoirs de guerre de 1973 impose au président de solliciter l'accord du Congrès sous 60 jours en cas de déploiement de troupes sans son aval. Pourtant, de nombreux présidents en ont contesté la constitutionnalité et souvent ignoré cette procédure. L'actuel secrétaire à la guerre, Hegseth, avance une logique similaire. Il exclut la période de cessez-le-feu des jours de guerre, prolongeant ainsi arbitrairement la période de 60 jours. C'est une stratégie qui exploite la zone grise due à l'absence de dispositions claires dans le texte de la loi. Le président Trump a souvent privilégié ses prérogatives de commandant en chef plutôt que le contrôle du Congrès. Il pourrait donc encore agir seul en invoquant l'urgence liée à la sécurité nationale. Ainsi, même si la date limite légale est dépassée, le 1er mai, il est probable que l'armée américaine poursuive ses activités militaires en changeant simplement le nom de l'opération ou en appliquant un nouveau système de commandement. Israël, conscient du possible contournement légal par les États-Unis, accélère ses préparatifs pour la guerre totale et reçoit des équipements militaires. Indépendamment de la date limite légale, la tension militaire au Moyen-Orient est entrée dans une phase de prolongation, selon le jugement pragmatique de l'administration. Dans la situation actuelle, la variable la plus directe est le détroit d'Ormuz. Actuellement, ce détroit n'est pas complètement normalisé et, en raison des tensions militaires, il connaît une situation proche d'un blocus de fait. Près de 20% du trafic pétrolier maritime mondial transite par cette zone. Une perturbation ferait aussitôt grimper le prix international du pétrole. Le prix du pétrole a déjà beaucoup augmenté, et le marché anticipe de nouveaux chocs. La Corée, très dépendante du Moyen-Orient pour son pétrole brut, verrait son approvisionnement devenir instable si le détroit est bloqué. Les raffineries peuvent tenir un certain temps grâce à leur stock, mais si la situation se prolonge, le coût d'approvisionnement augmentera rapidement, et ce fardeau se répercutera immédiatement sur les prix nationaux. La hausse des prix de l'essence et du diesel entraîne une augmentation des coûts logistiques, ce qui se répercute sur l'ensemble des prix des produits alimentaires et manufacturés. Les tarifs d'électricité sont également affectés. Si le prix du combustible pour la production d'électricité augmente, le fardeau des coûts pour KEPCO s'alourdit, et la pression pour augmenter les tarifs s'accentue. Les entreprises exportatrices sont également touchées. Lorsque les coûts énergétiques augmentent, le coût de fabrication s'élève et la compétitivité des prix diminue. Les industries à forte intensité énergétique, comme la pétrochimie et la sidérurgie, sont particulièrement affectées. La volatilité du taux de change peut augmenter. Une hausse des coûts d'importation d'énergie pèse sur la balance courante et fragilise le won. Si le blocus du détroit se poursuit comme actuellement, c'est toute l'économie coréenne qui subira une pression simultanée. Il ne s'agit pas d'un choc à court terme, mais d'une situation où des effets de propagation en chaîne se produisent. Le détroit d'Ormuz reste bloqué,
et il est contrôlé par les factions dures au pouvoir. Comment la situation pourrait-elle évoluer à l'avenir?